Compagnon trader, bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo et cette fois-ci j'ai décidé d'un sujet que vous m'avez communiqué. Je vous remercie des suggestions que vous m'apportez sur les différents canaux d'échange que nous avons. Donc je vous le rappelle, nous avons le canal Instagram Graph_Trading, nous avons Facebook, les Compagnons traders et nous avons également YouTube. Donc aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet qu'on en entend parler de plus en plus, le Bitcoin, la crypto-monnaie, et donc j'ai décidé de vous expliquer aujourd'hui avec mes mots qu'est-ce que la blockchain. Comment elle marche, quelles sont ses limites. On voit tout de suite ça en vidéo. Mais avant, n'hésitez pas, si c'est la première fois que vous me voyez, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et en activant la petite clochette de notification. C'est parti pour le jingle. Alors le plan du jour, nous allons voir en premier une définition, qu'est-ce que la blockchain, la chaîne de blocs. Ensuite, je vais vous expliquer le principe de fonctionnement. Ensuite, on va s'intéresser aux failles de sécurité, puisque en général, quand on parle de la blockchain, on parle de son aspect inviolable, et on entend également des histoires dans la presse de failles de sécurité, et donc je vais soulever légèrement le sujet. Quatrième point, nous allons parler de ses applications dans l'industrie, parce qu'on n'a pas que le Bitcoin et la finance, on a également un vaste panel d'applications. Cinquième point, les limites de la blockchain dans le futur. Et enfin, nous terminerons par un petit volet, investissement et trading. Allez, c'est parti. Alors pour commencer par une définition très sommaire, parce qu'on va détailler l'ensemble du fonctionnement un petit peu plus loin. Blockchain, c'est la traduction de chaîne de blocs. Les blocs, ça peut être absolument tout. Ça peut être de la monnaie, ça peut être un message, ça peut être un code. Et donc, en fait, la chaîne de blocs ou la blockchain, ça régit le fonctionnement de la transmission d'informations d'un interlocuteur A à un interlocuteur B. Quand ces deux interlocuteurs souhaitent effectuer une transaction financière, eh bien ça peut se faire via la création des monnaies qui utiliseront donc la blockchain. Et donc vous avez forcément entendu parler du Bitcoin, de l'Ethereum, du Litecoin et d'autres crypto-monnaies qui sortent tous les jours sur le marché. Comme je viens de l'expliquer, c'est un système de transmission d'informations qui va utiliser en fait le cryptage. C'est pour ça que c'est un sujet assez délicat à simplifier, à vulgariser, parce que en fait on touche des domaines à la pointe des mathématiques, à la pointe de l'informatique. Et tout ce qui concerne le cryptage fait appel à des algorithmes, à des équations mathématiques très complexes. Et ça, c'était ma définition, mais vraiment très simplifiée. Je vais prendre une définition que j'ai vue sur internet, donc de Jean-Paul Delahaye, qui dit que une blockchain, c'est un très grand cahier que tout le monde peut lire librement et gratuitement, et sur lequel tout le monde peut écrire, mais qui est impossible à effacer et indestructible. Donc quand on a dit ça, on commence à avoir une image, ok, le livre indestructible, on peut écrire, on peut lire gratuitement et librement. Par contre, ça ne dit pas effectivement qu'il y a le choix d'adresser un message à une personne en particulier et que ce message n'est accessible qu'à cette personne. Alors pour décrire le fonctionnement de la blockchain, je vous propose déjà d'introduire un certain nombre d'éléments de vocabulaire. Pour commencer, on doit savoir ce qu'est le minage. Donc le minage, on a cette image du mineur qui casse des rochers pour trouver des pépites d'or dans les carrières. Donc tout simplement, c'est une opération qui est traitée informatiquement, qui va vérifier justement ces fameux blocs. Quand on parle de blocs, on entend l'information qu'elle contient. Ça peut être une monnaie, encore une fois, ça peut être un code, un mot, voilà, n'importe quelle information numérique. Donc ce travail de minage, en anglais on appelle ça le mining, va utiliser un certain nombre d'algorithmes mathématiques pour vérifier donc 51% des blocs et valider la transaction. Donc ce travail en fait effectué par les mineurs est un travail rémunéré. Pourquoi? Eh bien parce que la personne à qui appartient l'ordinateur, qui va faire cette vérification-là, va dépenser de l'énergie, va dépenser du temps, des ressources processeurs pour faire ces petites vérifications. Et du coup, il va obtenir une rémunération en contrepartie de ce travail, de cette mise à disposition de sa ressource. Alors pour bien comprendre en fait pourquoi on utilise la terminologie de mineur, bien tout simplement, lorsque vous avez une opération de transmission d'un bloc, vous allez en fait faire de la création de matière informatique, puisque vous allez en fait codifier ce bloc informatiquement et donc ça va venir rajouter de l'information à la blockchain, d'accord? Donc plus vous avez finalement de transactions, plus votre blockchain s'accroît de plus en plus et on dit que par exemple sur le Bitcoin, vous avez un maximum de 21 millions de jetons Bitcoin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dépasser cette capacité-là. Donc le Bitcoin, c'est une monnaie et donc c'est une blockchain particulière avec ses propres règles, dont notamment la règle des 21 millions de Bitcoin.
Passons, donc j'espère qu'en fait le minage est maintenant compris. À présent, parlons-nous des nœuds. Les nœuds, eh ben, ça n'est ni plus ni moins qu'un synonyme de ordinateur du réseau de la blockchain. C'est donc un ordinateur qui va faire partie de la blockchain et qui va avoir accès en fait à l'ensemble des blocs la constituant. Donc chaque ordinateur ou bien chaque nœud possède une copie de l'ensemble de la blockchain. Et donc en fait, si vous l'avez bien compris, la blockchain, ça n'est ni plus ni moins qu'une base de données qui est décentralisée et dont chacun des nœuds possède une copie. Enfin, un troisième terme qu'il faut bien comprendre pour voir en fait le fonctionnement dans sa globalité, c'est le hash. Le hash, HASH, est une empreinte digitale, donc en fait, très simplement, c'est une signature numérique. Ça permet en fait de garantir que votre bloc, donc en fait votre information, votre monnaie ou je ne sais quoi, est unique et ça permet du coup de sécuriser votre message. Donc de quelle façon c'est unique? Eh bien vous allez avoir en fait une clé. Imaginez que vous voulez envoyer un mail confidentiel à un destinataire et que vous vouliez utiliser la cryptographie pour le faire. C'est-à-dire que une personne tierce qui aurait accès au message ne pourrait rien comprendre. Pour elle, ça serait une suite de codes qui a ni queue ni tête. Eh bien c'est ça la cryptographie. La cryptographie, c'est juste de dire voilà, il y a une façon unique de décrypter ce message et cette façon-là, en fait, elle est en possession du destinataire qui a la clé finalement pour lire ce message en français. Le hash, eh bien c'est ça, c'est une façon finalement de rajouter de la sécurité à la blockchain. Vous allez assurer l'unicité de votre message et également la sécurité, c'est-à-dire qu'en fait votre message est crypté. Donc je ne rentre pas dans l'explication de qu'est-ce que la cryptographie, la notion de clé publique et de clé privée. Vous pouvez regarder sur internet comment ça marche ou peut-être que je ferai une vidéo spécifique là-dessus, mais on s'éloigne un petit peu du sujet du trading. Le but c'est que vous compreniez quels sont en fait les termes génériquement employés pour comprendre au final comment marche la blockchain. À présent, je vous ai préparé du coup une petite infographie pour voir le fonctionnement d'une blockchain dans le cadre de la transmission d'une information de A vers B. Donc vous avez votre ordinateur portable et vous souhaitez envoyer un message. C'est le message en fait qu'on va appeler la transaction. Ça peut être un email, ça peut être de l'argent, ça peut être une autre information. On va le représenter en fait par un petit cube rouge. Voilà, donc ça c'est l'élément qu'on va envoyer sur un réseau et nous allons voir quelles sont les étapes par lesquelles nous allons passer en utilisant donc la blockchain. Donc cette transaction ou ce message va être distribué à l'ensemble des nœuds qui font partie du réseau de la blockchain. Si vous vous rappelez, les nœuds ce sont des ordinateurs et donc votre message va tout de suite en fait être distribué à l'ensemble des nœuds qui constituent votre blockchain. Donc vous vous rappelez que chaque nœud possède la carte génétique de la blockchain, c'est-à-dire ce sont des bases de données décentralisées. Chacun en prendra connaissance. L'étape suivante, c'est le fameux travail de minage que j'ai représenté par ce Sherlock Holmes, donc il va vérifier en fait votre bloc. Votre bloc est arrivé dans le centre de distribution de votre blockchain et donc on lui attribue un petit code, on lui dit voilà, toi on va t'attribuer par exemple, voilà, on va t'attribuer le deuxième prénom de la mère de A. Le mineur, lui, sachant que tous les blocs doivent posséder une information du deuxième prénom de la mère de A, ça c'est sa logique, on va dire c'est son algorithme de décryptage, de vérification, lui va dire ok, il va vérifier, le deuxième prénom de la mère de A correspond bien et donc je valide ce travail et donc je viens rajouter de l'information pour dire j'ai validé ce bloc de la blockchain. Donc voilà, j'ai représenté le petit tampon certifié et le bloc est donc rajouté à l'ensemble des blocs qui constituent la blockchain. Et c'est là en fait toute l'essence de la blockchain et c'est pourquoi on appelle blockchain ainsi, parce que les blocs étant liés entre eux de façon permanente, ils sont difficilement falsifiables. En fait, vous avez la carte d'identité de la blockchain qui change de façon permanente par agrégation de nouveaux blocs d'informations et ça constitue une sorte de carte génétique, je dirais, de la blockchain. L'étape suivante, ça va être encore une fois une sécurisation de votre bloc d'informations grâce en fait à l'opération de hachage. Pour rappel, cette opération de hachage consiste à crypter votre information de façon en fait à la protéger et de façon à s'assurer à ce qu'il n'y ait qu'un seul interlocuteur capable de déchiffrer votre information contenue dans ce bloc. Voilà, en fait, on a fait le tour du circuit. Une fois que l'information est prête, eh bien le destinataire peut en prendre possession
grâce à une clé de décryptage et prendre connaissance du message ou bien recevoir son Bitcoin par exemple. Donc voilà, j'ai essayé d'expliquer le concept de la blockchain en étant suffisamment simple mais pas trop, de façon surtout à ce que vous compreniez ce concept de carte génétique qui constitue l'ADN de la blockchain et qui fait que en fait vous n'avez pas qu'une seule base de données avec l'ensemble des informations, c'est une multitude de bases de données et c'est ça en fait qu'on appelle un système décentralisé. Enfin, après, peu importe le détail et le système, qu'il soit centralisé, décentralisé, vous avez une façon de communiquer des messages qui est sécurisée, puisque les blocs sont vérifiés. Vous avez également de la cryptographie, les blocs sont encodés, et vous n'avez finalement ici aucune banque, aucun intermédiaire qui va vous prendre une commission. Donc oui, en effet, c'est un système qui est quand même très intéressant. Alors en ce qui concerne les failles de sécurité, eh bien sachez que pour pirater une blockchain, il faut prendre le contrôle de plus de 51% des nœuds du réseau. Donc vous imaginez bien que prendre le contrôle d'une blockchain majeure, comme par exemple le Bitcoin, eh bien c'est une opération qui est quand même compliquée. Par contre, oui, il y a des failles dans l'exploitation de la blockchain, pas dans la blockchain en elle-même. Par exemple, vous avez des failles au niveau utilisateur. On va citer le piratage classique d'un compte d'un utilisateur sur un exchange. Il possédait des bitcoins, il n'a plus accès à son compte, il a été piraté et donc il perd ses bitcoins. Également le vol physique de bitcoins, si ces derniers étaient stockés sur votre ordinateur portable par exemple, ou sur une clé USB. On peut citer aussi toute autre forme de piratage en ligne sur Internet et vous avez également des failles de sécurité dans les applications. Citons par exemple les fameux smart contracts qui sont des protocoles informatiques. Eh bien n'importe quel protocole informatique, en fait c'est un programme informatique, peut posséder des bugs, même Windows au 21e siècle, des fois plante, même votre Android, même un Apple peut planter, c'est totalement possible. Donc avec le temps je pense que ça va devenir de plus en plus contrôlé et de moins en moins violable, mais comme on dit, le risque zéro n'existe pas. Les applications dans l'industrie, c'est un sujet intéressant. Il n'y a pas que la monnaie, vous avez bien sûr donc les échanges monétaires, et ça c'est quand même très intéressant. On va pouvoir payer son paquet de riz avec une carte qui va convertir des bitcoins en euros, donc ça c'est sympathique, mais vous avez également la possibilité, grâce au bitcoin, de garder une trace de l'information dans le processus, par exemple dans un processus logistique, pour avoir une trace de votre produit, que ce soit un produit alimentaire, savoir en fait voilà, dans quel terroir votre produit a été fait, mais également dans le luxe, si je prends le sac Chanel, eh bien pour savoir quel fabricant a travaillé sur ce sac, en quelle année il a été fait, d'où vient le cuir, d'où viennent les accessoires, etc. Santé, on pourrait imaginer le carnet de santé infalsifiable, au fur et à mesure de votre vie, bien la blockchain, c'est ça, ce sont des événements chez le docteur, votre carnet de vaccination, et j'en passe. Enfin, citons le cloud, toutes les données que vous stockez sur Internet, par exemple sur Google Disk ou sur Yandex Disk en Russie, sur le Dropbox, tout ça, ce sont des clouds qui sont centralisés. Eh bien, la blockchain permet de créer des clouds qui sont décentralisés. Donc ça, ce sont des exemples d'applications, mais on pourra en trouver encore une cinquantaine. Alors maintenant, quelles sont les limites de la blockchain d'après moi? Donc là, je donne mon modeste point de vue. Tout d'abord, le débit. En fait, une blockchain, ça n'est pas un disque dur, c'est largement moins performant. Mais bon, quand on a besoin d'une blockchain, on n'a pas forcément besoin d'un accès en temps réel à la donnée. La décentralisation, j'en ai un petit peu parlé, elle a un coût quand même. Si vous créez en fait une base de données qui en plus s'enrichit au petit à petit par incrément, eh bien ça va devenir de plus en plus cher en coût d'infrastructure, on n'a pas de mal à l'imaginer. Et donc effectivement, si on a besoin d'une blockchain pour faire de la base de données, eh bien c'est moins cher d'imaginer un système, une architecture qui soit centralisée. C'est énergivore, ça vous vous en doutez. Quand on parle des nœuds de la blockchain, eh bien ce sont des ordinateurs, en général c'est des ordinateurs très puissants et qui calculent toute la journée, qui sont allumés en fait H24. Donc ça consomme en fait de la puissance de calcul et donc au final de l'énergie. Après il faut refroidir les machines, sauf si elles se trouvent quelque part en Sibérie, il n'y a qu'à ouvrir la porte et puis ça rafraîchit naturellement l'ensemble des machines. Donc à moins qu'on trouve des solutions alternatives pour stocker l'énergie, pour la rendre beaucoup plus accessible, eh bien c'est quand même, je pense, un problème à sa démocratisation, puisque à l'heure d'aujourd'hui on ne peut pas avoir des ressources infinies au niveau de l'énergie. Si pas d'électricité et ou pas d'internet, alors pas de blockchain, ça ne marchera pas. Il vous faut un réseau, et le réseau aujourd'hui c'est Internet. Donc deux ingrédients absolument nécessaires, l'électricité et Internet. Quoi qu'il arrive, effectivement, on compare souvent la transmission de monnaie physique avec la demain possibilité de payer tout avec de la blockchain, avec des bitcoins, avec de la crypto-monnaie. Eh bien, en fait, on n'y est pas totalement encore.
En cas de panne, eh bien, on sera bien content d'avoir le bon vieux euro sonnant et trébuchant les billets pour pouvoir en fait s'échanger des biens et des services. À présent, parlons d'investissement et de trading. Donc je vais faire un petit arrêt sur image très rapide sur ça. Il faudrait passer en fait beaucoup plus de temps. Vous avez deux façons d'investir sur la crypto-monnaie. La première, c'est un investissement long terme. Pour ça, en fait, vous allez accéder à une plateforme d'exchange. En fait, c'est une plateforme d'échange en français. Vous ouvrez un compte et vous pourrez en fait convertir vos euros, vos dollars, vos roubles en Bitcoin, en Litecoin, etc. Donc à ce moment-là, en fait, il suffit juste de faire ce versement-là dans votre devise et de convertir au taux de l'instant en crypto-monnaie. Donc je vous recommande en fait trois plateformes que je connais bien, c'est Kraken, Binance et Bitfinex. Alors il y en a forcément d'autres et peut-être des meilleurs encore, je n'en sais rien. Mais moi c'est les trois que je connaissais, notamment Kraken qui possède en fait un bon support, ils sont réactifs. Donc voilà, moi j'investis régulièrement en utilisant Kraken. L'intérêt c'est que vous investissez donc sur du long terme, ce ne sont pas des produits à effet de levier. Vous convertissez uniquement en Bitcoin, en Ethereum, Litecoin, l'argent que vous avez. Et donc à partir de là, c'est très simple, hein, ça s'appelle du buy and hold. Vous avez vos Bitcoins et vous les gardez. Le deuxième moyen, si vous souhaitez investir sur la crypto-monnaie, par exemple, c'est de faire du trading. Le trading, donc ouvrir et fermer des positions plusieurs fois par semaine ou par jour. Eh bien vous avez deux méthodes. La première méthode, c'est d'avoir effectivement de la crypto-monnaie dans un exchange et d'utiliser la plateforme de cet exchange pour traiter des opérations d'achat de vente en intraday ou bien via du swing trading. Donc pour ça, vous pouvez utiliser par exemple Kraken qui a une belle plateforme de trading. Vous avez également Bitfinex qui a une très jolie plateforme de trading. Et donc là en fait, le principe c'est que vous tradez uniquement sur la base de la crypto-monnaie que vous possédez. Vous ne tradez pas avec des euros, vous tradez avec des bitcoins directement. Le deuxième moyen, c'est en passant par un broker classique. Je prends par exemple IG, vous avez un compte chez IG, vous pouvez trader du bitcoin en achetant, en vendant, par contre sans jamais posséder le bitcoin en question. Donc là, c'est un produit dérivé, c'est-à-dire que c'est un produit qui va répliquer le cours du Bitcoin, mais en aucun cas vous détenez du Bitcoin. Vous détenez un vrai titre, qui est le titre de votre broker, chez IG par exemple, mais qui n'est pas du vrai Bitcoin. Donc ça va vous permettre de profiter des variations du Bitcoin en plaçant des achats et des ventes, et votre seule contrepartie pour le coup ce sera votre broker. Si vous optez pour cette solution, attention aux frais de transaction, notamment au spread. Le spread chez IG, si vous traitez sur le Bitcoin, va représenter entre 50 et 80 points, donc 50 et 80 euros pour chaque position. Il va vous falloir en fait rembourser au broker 50 à 80 euros, donc c'est assez important. Bien sûr, le Bitcoin est un actif qui est extrêmement volatile, donc vous allez pouvoir les rembourser peut-être en quelques minutes, mais voilà, attention, c'est quand même un coût. C'est de l'argent qui va dans la poche de votre broker et qui ne reste pas dans votre poche. Également, les frais de maintien de position peuvent représenter un coût important si vous prenez des bitcoins et que vous conservez vos bitcoins d'un jour à l'autre. Vous avez donc des frais de rollover, et ces frais de rollover additionnés sur plusieurs jours, ça peut représenter un certain coût. Voilà, à présent ma vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié ce petit tour d'horizon sur la blockchain pour comprendre les principes de fonctionnement dans leur globalité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre déjà un pouce bleu, à commenter également, à me poser vos questions si vous avez des questions, et également à vous abonner à ma chaîne en activant la petite cloche de notification. Je vais également vous mettre un petit lien dans la description car j'ouvre très prochainement les ateliers privés. Les ouvertures sont prévues, les ateliers sont quasiment tous prêts et donc je vais commencer à envoyer des invitations. Vous pouvez dès aujourd'hui vous préinscrire pour recevoir plus d'informations sur les conditions d'accès, où, quand, comment et combien. Je vous rappelle que les ateliers privés, c'est une formation complète sur le scalping, ouverte au plus grand nombre, quel que soit le niveau, et bien sûr vous allez pouvoir acquérir les ateliers privés en fait à la carte suivant votre niveau, prendre des ateliers en fait préparatoires ou directement les stratégies. Sur ce, l'instant publicité s'arrête. Je vous souhaite une excellente continuation. J'attends vos commentaires et je vous dis à bientôt. Ciao.